La genèse du film que vous allez voir ce soir est assez originale. C'est le producteur des derniers jours de Pompéi, qui s'appelle Mary M.C. Cooper, qui était en voyage de noces en Italie en juin 1933. Et donc il a visité Pompéi, les ruines de Pompéi. Et puis il a trouvé ça magnifique. Il a même été transporté. Ça a fouetté son imagination. Et il n'avait plus qu'une idée en tête, c'est de donner vie à ces vieilles pierres qui ont été pétrifiées par le volcan. Et même ces nuits étaient hantées par des rêves ou des cauchemars de ce volcan crachant le feu et qui pétrifie toute une cité, ses habitants, en quelques heures. Et du coup, il a une idée, c'est de faire un film sur Pompéi et ses habitants. Alors, il faut dire que c'est un homme qui rêve beaucoup, hein, Mary M.C. Cooper. C'est le producteur de King Kong. C'est pour ça qu'il y a, oui, bien sûr, voilà, 2 ans avant, les derniers jours de Pompéi, il avait produit King Kong, le fameux King Kong, le premier. C'était le producteur de King Kong, Mary M.C. Cooper, qui avait fait la sensation du siècle 2 ans auparavant, aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, dans toute l'Europe. Il faut savoir que King Kong, c'est le premier mythe authentiquement cinématographique. C'est-à-dire que ça a été inventé par le cinéma, pour le cinéma. Avant, tous les grands mythes cinématographiques descendaient de la littérature, de la peinture, de la mythologie, etc., etc. Là, c'est King Kong. Et bien, King Kong était venu d'un des rêves du même Mary M.C. Cooper. Il rêve beaucoup, hein, cet homme-là. Hein, et ses rêves sont fructueux parce qu'il rêvait, son rêve à ce moment-là, c'était un singe géant qui détruit New York. Eh oui, c'est parti de là, King Kong. Ah, et toutes les suites. Et il avait un autre rêve aussi, c'était un gorille qui combat un dragon du Komodo sur l'île de Komodo. L'île de Komodo qui est déjà la préfiguration de Skull Island, l'île du crâne, là où il a l'île de King Kong avec les monstres préhistoriques et tout ça. Voilà. Donc, bravo à ce grand rêveur, parce que tout de suite après, il a décidé de faire les derniers jours de Pompéi. Il veut frapper très fort, aussi fort qu'avec King Kong, c'est-à-dire qu'il veut épater la planète comme il l'a fait avec King Kong, surtout avec, lui il a en tête surtout l'éruption volcanique, évidemment, hein. Parce que lui, il est plutôt effets spéciaux, scènes spectaculaires, sauf que il a sous la main la même équipe, c'est la même équipe qui a fait King Kong, le King Kong de 1933, qui va faire le film de ce soir. C'est-à-dire, donc lui, bien sûr, à la production, même s'il se targue d'être le co-réalisateur du film. En fait, non. Hein, il est producteur, et il a son nom gros sur l'affiche. D'ailleurs, les autres, je crois qu'ils sont même absents, il n'y a que son nom à lui. Mais bon, c'est comme ça. Et il a peut-être co-réalisé, mais uniquement les scènes à effets spéciaux dans ces cas-là, parce que c'est ça qui l'intéressait. Et non pas vraiment une histoire, un scénario. Et donc, il a sous la main l'équipe idéale, le réalisateur Ernest B. Schoedsack, réalisateur donc de King Kong, qui est son ami. Hein. Ils se sont connus à la guerre, enfin, donc ce sont des grands amis. La scénariste, c'est la même. Alors, je dis la scénariste, ça peut surprendre, on est en 1935. Elle était déjà aussi co-scénariste de King Kong. Elle s'appelle Ruth Rose, et c'est l'épouse de Ernest B. Schoedsack. Et ils ont également, donc là j'ai dit, donc, le producteur Mary M.C. Cooper, le réalisateur, la scénariste, il manque le directeur des effets spéciaux, Willis O'Brien, qui était une légende à l'époque, le maître incontesté des effets spéciaux, à l'époque au début des années 30, mais même pendant les années 20. Il faut savoir que cet homme-là, c'est celui qui a inspiré la carrière de Ray Harryhausen, hein, dont vous avez peut-être entendu parler si vous êtes amateur de péplum, notamment les péplums mythologiques, hein, parce qu'il a fait Jason et les Argonautes. Ça vous dit quelque chose peut-être? Tous ceux qui l'ont vu, surtout quand ils étaient enfants, on garde un souvenir émerveillé. Hein, c'est pas les seuls, hein, parce qu'il y a aussi Steven Spielberg, Tom Hanks, Guillermo del Toro, enfin bon, tous ceux qui l'ont vu en fait ont été émerveillés par Jason et les Argonautes. Il a aussi fait le Choc des Titans, pas de remake hein, de 2010, hein, mais celui de 1980. Voilà. 81. Non, 80. 80. Si tu me reprends, Olivier, il faut être précis. 1980. Voilà, donc c'est Willis O'Brien, celui qui a réalisé les effets spéciaux du film de ce soir, qui a inspiré sa vocation, avec King Kong évidemment, hein,
Quand Ray Harryhausen, il avait 12 ans quand il a vu King Kong au cinéma, et là, forcément, voilà, il n'a pu faire que ça, quoi. Et il a aussi suscité la vocation de Steven Spielberg, le même Willis O'Brien, parce qu'il avait fait un film sur des monstres préhistoriques dans les années 20, donc muet, mais avec déjà des créatures, c'était le stop motion, hein, qui a été repris par Ray Harryhausen, c'est-à-dire des figurines, mais animées image par image. C'est un travail de titan, hein. Il faut vraiment une patience de singe, c'est-à-dire qu'ils étaient en terre glaise, enfin, il y avait toutes sortes de composants, en bois parfois, etc. Ils articulaient et donc ils filmaient en fait à chaque fois toutes les séquences pour créer à la fin, avec la persistance draconienne, l'illusion que c'est King Kong par exemple, ou un monstre préhistorique qui se... Voilà. Bon, on voit encore, hein, d'ailleurs, c'est un peu saccadé, hein. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et dans les années 20, donc, il a fait un film qui s'appelle Le Monde Perdu, d'après Sir Arthur Conan Doyle, et c'est ce film-là qui a été diffusé à la télé dans les années 50, et le petit Steven Spielberg a découvert sa vocation à ce moment-là. Donc il a quand même une riche postérité, ce Willis O'Brien. Et là, on va dire que le film de ce soir, c'est peut-être son dernier grand défi. Parce que tout ce qui s'est passé ensuite, on lui demandait juste de faire des ressuscités de King Kong, quoi. De faire le fils de Kong, de faire un autre qui s'appelle Mr. Young, mais qui est aussi un King Kong, plus ou moins, enfin voilà. Et donc du coup, je crois qu'il a fini pas très bien, il a fini, je crois, dans l'alcool, il me semble, enfin, ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il avait une carrière faite de projet avorté, donc ça aide pas non plus. Et il faut savoir que même à l'époque des derniers jours de Pompéi, il était enfin dans un moment de sa vie qui était terrible. Il venait de perdre... non, sa femme, son ancienne femme. Bon, est-ce que je vous raconte ça? C'est tragique, hein, mais bon, je suis parti. Allez, on y va. Donc, ça n'a rien à voir en plus. Mais bon, quelque part, c'est beau quand même. C'était pendant la préparation des derniers jours de Pompéi, qui était un véritable défi, quoi. Recréer une éruption volcanique, c'était pas n'importe quoi. En fait, son ancienne femme, qui était, je crois, tuberculeuse, elle était sous sédation, donc soins constants, a tué en fait leurs 2 fils avec un revolver avant de se suicider elle-même. Donc quand même chapeau à lui pour être resté concentré car il est en pleine préparation du film de ce soir. Donc c'était costaud. Et il s'est surpassé, hein, mais de toute façon, c'est ce que demandait Mary M.C. Cooper, le producteur, c'est-à-dire qu'il voyait tout en grand, il voulait un budget d'$1 million. Alors, c'est rien maintenant, $1 million. Hein. On fait même pas. Est-ce qu'on fait un court-métrage français peut-être? Non, on fait même pas, non. Oh non, je crois pas. Hein. Ah, je suis pas sûr. Alors, il faudrait regarder la moyenne, mais non, je crois qu'on n'y est pas. Et je pense que. Quoique psy, quand même, $1 million, c'est quand même pas mal. Si, on fait un court-métrage quand même. Mais on fait pas un long-métrage. Même un huis clos en chambre, c'est pas possible, hein, avec $1 million. Mais sauf que bon, avec l'inflation, je ne sais pas à quoi ça correspond maintenant. Il faut, à mon avis, multiplier par 20, donc ça ferait $20 millions. Ce qui n'est pas grand-chose, mais c'est des comparaisons qui ne sont pas à faire, parce que c'est plus la même époque. Et donc, $1 million, il voulait faire le film en couleur. Alors, il n'y avait pas le Technicolor à l'époque, mais c'était un Technicolor trichrobe. Qui était quand même beau, mais enfin, il n'y avait pas toutes les nuances de couleurs. Il y a eu quelques films qui ont été faits comme ça, sauf que Mary M.C. Cooper, on lui a... Ah, il y a peut-être une solution, parce que là, je ne vais pas tenir 1 heure, moi, comme ça. C'est un micro de 35, hein. C'est l'époque de King Kong. Ah, merci Jean-Paul. Il y a 3, hein. Ah ouais, donc merci à vous 3. Non, parce que là, j'avais plus de voix. Ne perturbez pas Gaël. Il va pas s'y retrouver. Non, au contraire, je suis sauvé. Il n'y a même pas à boire. Ah, c'est vrai, ça, madame. À boire, et merci. Gaël. À boire, Une petite bouteille de... c'est l'urgence. Ah, d'accord. Ah, une serveuse, non, une bouteille d'eau, ça sera fait, voilà, c'est parfait. Où j'en étais, donc oui, il voit grand, hein, Mary M.C. Cooper pour les derniers jours de Pompéi, donc un budget d'$1 million, le Technicolor trichrobe, merci. Et il voulait tourner in situ en Italie, là où il a eu l'illumination, à côté de Pompéi, avec des décors en dur. Donc tournage in situ, il voulait même une arène aquatique avec un espadon.
Alors vous ne verrez pas ça ce soir parce que tout ça a été arrêté, parce que le budget a été coupé en deux. On ne sait pas pourquoi, parce que Merriam C. Cooper, grâce à King Kong, il avait permis au studio RKO, la maison de production des Jeux de Pompéi et des King Kong, il les a sauvés de la faillite, grâce à King Kong. Donc pas très reconnaissant, pourtant ils l'ont bombardé directeur de la RKO, en remplacement de David Selznick, qui était parti à la MGM, celui qui a produit les Autant n'importe le vent après. Voilà, donc il était le patron de la RKO, mais il n'était pas financier. Et c'est les financiers qui ont le dernier mot, hein. C'est les administrateurs, et eux ont dit non, 1 million de dollars c'est beaucoup trop, même Cécile B2000 ne dépense pas ça, pour le signe de la croix ou pour Cléopâtre, qui sont sortis juste avant. Donc non, c'est trop risqué. Du coup, budget d'économie, donc on va tout faire ça en studio, donc à Los Angeles. La couleur, c'est terminé, donc ce sera du noir et blanc. Noir et blanc sublime, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, hein. Il y a quand même des films en noir et blanc qui sont des purs joyaux, et notamment celui-là, hein. Il y a des plans qui peuvent rappeler les peintures de Gustave Doré, par exemple, ou des peintres de la Renaissance. Donc il faut pas voir l'absence de couleur. Il a été colorisé bizarrement, mais bien après, aux États-Unis. Ouais, mais c'est pas terrible ça, hein. Coloriser un film qui n'était pas prévu pour être en couleur, voilà. Même si c'était l'idée du producteur, mais non. C'est mieux en noir et blanc. La reine de aquatique avec un espadon, ça c'est terminé, on oublie aussi. Et on oublie. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui a fait que ça s'est appelé Les Derniers Jours de Pompéi, alors que ça n'a rien à voir avec le roman de Wellington, comme vous l'avez dit, madame, juste avant, à part effectivement le gladiateur Lydon. Alors je ne sais pas si le gladiateur Lydon avait un fils dans Les Derniers Jours de Pompéi de Wellington. Je crois pas. Donc il n'y a que le gladiateur, il n'y a que ça. Et effectivement, il y a un carton générique qui rétablit la vérité. Hein, c'est vaguement inspiré, mais ce n'est pas une adaptation littérale du roman de Beverly Lytton, qui est effectivement très célèbre à l'époque. Donc c'est un nom porteur, hein, qui attirait les gens. Mais pour moi, c'est une chance pour le film. Parce que j'ai essayé de le lire. Apparemment, certains d'entre vous ont lu. Vous l'avez lu jusqu'au bout? Ah. Moi, j'ai pas pu. Les Derniers Jours de Pompéi de Beverly Lytton. D'ailleurs, il y en a pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y en a une magnifique édition, un Natural Room, je vous la conseille. Ah, bon, ok. Alors je fais un rétro-pédalage. Et puis c'est un magnifique livre qu'il faut absolument avoir lu. Et il faut s'accrocher parfois, parce que c'est un peu daté, un peu vieillot. Enfin, moi j'aime pas les romans avec des fioles. Poison, des filtres d'amour, tout ça. Enfin bon, attends, c'est un peu téléphoné. Ça fait trop 19e siècle pour moi. Non, je suis désolé. Et donc, Les Derniers Jours de Pompéi, c'est pas du tout ça, vous allez voir. C'est pas du tout ça. C'est un scénario réaliste, sobre, intimiste. C'est une histoire forte. Bon, je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas vu le film de ce soir. Donc vous allez le découvrir. Et vous allez vous attacher à l'histoire de Marcus. Marcus, qui n'est pas un gladiateur, hein, c'est un forgeron. Un humble forgeron, très costaud, très grand, très costaud. D'ailleurs, beaucoup lui demandent, mais plutôt que de faire d'être forgeron et de travailler comme un forcené, alors que t'es... Ah, c'est bon. Bon, je continue, on verra. Donc, plutôt que de faire ce travail de s'échiner pour gagner chichement ta vie, eh bien, moi, je t'embauche comme gladiateur. Et bien, gladiateur, t'es grand, t'es fort, etc. Tu vas gagner plein d'argent. Sauf que Marcus, il n'est pas du tout d'accord. Non, il aspire à un bonheur tout simple, avec sa femme et avec son très jeune enfant, son bébé encore. Hein. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? La tragédie. Et une tragédie, c'est-à-dire que sa femme et son fils sont renversés à Pompéi, dans les rues de Pompéi, par un char lancé à course folle par un noble romain, petite critique sociale sans doute à cette occasion. Et alors son bébé meurt sur le coup, sa femme non, mais sauf qu'elle meurt parce qu'il n'a pas l'argent pour payer les soins, pour la sauver. Vous voyez déjà que c'est une histoire qui vous prend en fait dès le départ. Mais ça ne fait que continuer, hein, parce que c'est un destin. Alors on peut dire que c'est un destin. Pardon ? Il ne faut pas tout raconter quand même. Non, je n'ai pas spoilé. Oui, mais c'est vrai que le scénario est tellement magnifique. Pour moi, c'est la meilleure chose du film de ce soir, c'est le scénario.
Donc c'est difficile. Je vais être obligé de censurer. Et si jamais je suis embarqué vous me dites stop. On va spoiler complètement. Non, on va pas spoiler. Bon, il y a quand même une éruption à un moment, mais ça, je pense que vous en doutez. On génère vers la fin. Ça n'a absolument rien à voir avec le... Rien à voir. À part le nom du gladiateur, qui s'appelle non, rien à voir, effectivement. Oui, tout à fait. Et donc, bon, je vais quand même continuer sur l'histoire de Marcus le Forgeron. Marcus le Forgeron, donc du coup, il perd tout, hein, il perd tout. Et là, en fait, il a décidé, bon, d'accord, okay, j'ai vraiment été naïf, j'ai vraiment été bête. L'argent, de toute façon, la société est trop cruelle, trop féroce pour accepter des gens comme moi qui veulent tout simplement rester honnêtes et droits et avoir une vie de famille toute simple. J'ai tout perdu, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon fils, donc je vais devenir gladiateur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'argent qui compte. Voilà, donc j'oublie tous les scrupules que j'avais et je deviens une bête féroce dans l'arène, ce qui va devenir. Sauf que, encore là, environnement féroce, c'est-à-dire que les circonstances, le pauvre, ne l'aident pas, c'est-à-dire qu'il est blessé lors d'un combat et il ne peut pas continuer sa carrière de gladiateur. Et donc, qu'est-ce qu'il devient? C'est un crescendo, il devient marchand d'esclaves. Alors qu'il avait toujours dit qu'il méprisait ce métier de marchand d'esclaves, etc. Mais voilà, les nécessités fait loi, il est obligé, il est dans la survie. Hein, donc c'est un gars pragmatique. Et ça n'a rien à voir avec le beau centurion, le beau patricien qu'on voit dans les péplums habituellement. Donc c'est vraiment un personnage, mais vraiment très intéressant et très bien joué. Pourtant par un acteur qui n'est absolument pas connu, mais là c'est le rôle de sa vie, c'est le rôle de sa carrière. Il n'a jamais trouvé le meilleur rôle, hélas pour lui. Et donc voilà, il devient marchand d'esclaves, et c'est là, donc avec des trafics un peu clandestins, il se retrouve en fait à Jérusalem. Alors si je me souviens bien, c'est parce que c'est une prophétesse qui a dit que... Ah oui, non, j'oublie un petit épisode qui est fondamental. Il est tellement riche, le scénario, que c'est difficile. C'est-à-dire que dans l'arène, il a un combat contre un gladiateur, et il le tue. Sauf que ce gladiateur avait un fils, un jeune fils. Et il décide de l'adopter. Donc ce fils adopté, en lui racontant que son père a traversé le Styx, etc. C'est une séquence superbe, très poignante. Et, une séquence parmi d'autres, dans un film qu'on compte beaucoup. Et donc du coup, il a adopté ce jeune Flavius comme si c'était son fils, son fils défunt. Et donc il veut les meilleures choses pour lui, c'est-à-dire qu'il veut assurer son éducation. Donc il lui donne un précepteur grec. Un précepteur, non, si, on dit précepteur pour... Oui, bon, d'accord. Précepteur. Voilà. Mais il a aussi, il est peut-être un peu superstitieux, c'est-à-dire qu'il demande à une prophétesse quel sera l'avenir de son fils, parce qu'il veut que son fils, il est devenu ambitieux, Marcus, donc il a cette même ambition pour son fils, il veut les meilleures choses possibles pour lui. Et cette prophétesse lui dit, je crois, qu'il faut qu'il aille en Judée où Flavius, son fils adoptif, va rencontrer un grand homme. En Judée, vers entre 30 et 33, après celui qui meurt, comme vous savez. Hein. Mais sauf que Marcus, lui, il pense que ce grand homme, c'est Ponce Pilate, qu'il rencontre, et avec qui il s'associe pour un trafic de chevaux, clandestin, illicite, etc. Et voilà. Sauf que, à un moment, dans ce trafic de chevaux, il y a le fils adoptif qui tombe de cheval gravement. Et là, il y a un prophète énigmatique, mais qui était aussi guérisseur, qui passe par là et qui guérit son fils. Je ne dis pas son nom, vous l'avez deviné. Voilà, c'est le moment de vérité. C'est le moment de vérité du film. Non, je ne vais pas tout spoiler parce qu'après. Non, mais. Nicolas n'est pas là pour mettre la sauce. Ah oui, zut. Oui. Non, mais vous dites que bon, rencontrer Jésus, c'est pas. Voilà, c'est. On dit pas salut, comment tu vas, ou comme on finit hier, en fait, on sont les travaux. Donc voilà, bon, on est quand même dans les années 30, hein, c'est une Amérique chrétienne, puritaine, donc voilà. Même si la scénariste Bruce Rose et les réalisateurs et les producteurs ne sont, à mon avis, très croyants, mais ils étaient obligés quand même de faire un biais par là, parce que c'est ça qui marchait, le signe de la croix de Cécile B. 2000, qui se passe à l'époque de Néron, allait faire carton, donc ses fils, partout. Notamment aux États-Unis. Malgré les scènes très à l'est, c'était une célébration des rouges, le signe de la croix. Vous l'avez peut-être pas vu, il faut le voir, c'est un film extraordinaire, c'est un peu la préhistoire, enfin non, la préhistoire, c'est les films de Goethe. Celui-là, c'est le premier péplum, grand péplum parlant, et il vaut le coup d'œil.
Il y a un Je vous assure que votre mâchoire Il y a un va gorille, pondre par terre. il y a un gorille coquin comme dans la chanson de Brassens dans le. Oui, il y a un gorille, on va dire coquin, moi je veux dire en rut, avec et donc il y a une chrétienne qui est enchaînée nue à une statue. Alors elle est entièrement nue, La faut jeune savoir. chrétienne se plaint pas apparemment. Hein? La jeune chrétienne se plaint pas Alors apparemment. peut-être qu'elle savait en fait des choses sur les attributs du gorille, parce que même King Kong n'aurait pas rivalisé avec certains acteurs dans un milieu très spécial qu'on appelle X. Voilà. Donc bon, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Par contre, donc les séquences de gladiature dans les derniers jours de Pompéi, c'est comme le traitement du film. C'est pas du tout du CCB 2000. Le signe de la croix, par exemple, tu dois t'en souvenir. Hein. Les scènes de l'arène sont complètement calabrant. C'est affolant. On voit des nains que 2000 avait recrutés dans tous les cirques, grimés en pygmées, grimés atrocement en pygmées, et qui se battent contre des barbares blondes venues du Nord, géantes, vêtues en léopard, et qui tiennent des tridents. Il y a certaines qui piquent les pygmées et qui les tiennent comme ça au bout de leur trident, et se tortillent comme ça, comme une merguez. Voilà. Mais ça, c'est encore, c'est qu'une des joyeusetés. Hein. Il y a aussi effectivement des criminels qui sont jetés comme ça au bout d'arène, qui se battent contre des ours, contre des éléphants. Il y a toute une série d'atrocités. Il n'y a pas ça. Il y a une confusion au niveau du DVD, par exemple. Parce que, par exemple, je vous dis que sur la couverture du DVD, on vous dit que Cécile Bénimide a utilisé je ne sais pas combien de milliers de figurants pour faire l'instant du drone. Je suis désolé, il y a non, c'était une maquette, c'était une maquette. Il y a 25 figurants dans l'instant du drone. Oui, tout à fait. Mais 2000, en fait, à ce moment-là, bon, je ne vais pas vous raconter le signe de la croix, c'est pas le but, mais 2000 était précaire à ce moment-là. Le grand CCB 2000, que tout le monde associe aux superproductions, les commandements, Ascension d'Allah, etc., sous le plus grand chapitre du monde, en 1932, il était dans le creux de la vague. Et là, il a dû faire un signe de modestie, ce qui n'est pas du tout son genre, à 2000, et avec un budget à l'économie. C'est-à-dire qu'il était vraiment à l'essai. On lui a dit, tu es à l'essai sur ce film. Et là, c'était le film qu'il a remis en fait au panthéon de l'industrie hollywoodienne. Je pense qu'il y a eu une confusion avec le Covadis italien dont il nous avait parlé, d'ailleurs dont je t'avais envoyé la photo. Oui. Non, il n'y a pas de confusion. Dans le signe de la croix, c'était, crois-moi, et d'ailleurs, tu le verras, j'ai des écrits là-dessus. Donc, non, c'est un budget à l'économie. Donc, revenons aux derniers jours de Pompéi. Les scènes de gladiature n'ont rien à voir avec du Grand Guignol, comme chez CCB 2000. Là, c'est sobre, c'est réaliste, la gladiature est vue de l'intérieur. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs dans un péplum avec des gladiateurs. En général, c'est toujours à chaque fois les combats, etc., les postures, le fameux tableau de Giraud, comme il s'appelle, Police Verso. Mais c'est un tableau du Xe siècle. Oui, c'est dans l'arène, t'as un gladiateur qui tend. Hein? Oui, c'est ça le nom du tableau. Oui, Police Verso. Enfin, Police Verso, ça veut dire pouce en bas, quoi. Hein, parce qu'il y a un gladiateur qui doit qui doit donner la mort à celui qui vient de battre, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a une scène là-dedans qui est une reproduction de Police Verso dans les derniers jours de Pompéi. Voilà, mais sinon, toujours le traitement est humain. Avant tout, c'est pas le spectacle qui compte, c'est en fait l'histoire, le destin d'hommes et de femmes, et qu'on suit en fait avec intérêt. Enfin, je l'espère pour vous ce soir. Pour moi, ça a été le cas. Et donc, bravo pour Arus Rose. Alors, ils sont 4 génériques pour le scénario. Mais je pense que c'est elle qui a fait le scénario, parce que les autres, ils sont complètement obscurs. J'ai cherché sur IMDb, en fait, ils n'ont pas fait grand-chose. Il y en a un qui est James Ashmore Friedman, dont je peux vous parler, parce que là aussi, c'est... Vous allez voir que j'ai à chaque fois les destins tragiques. Lui aussi n'est pas une belle fin. C'est que les derniers jours de Pompéi, c'est son dernier scénario. Est-ce qu'il a vraiment participé? Oui, je pense. À mon avis, les séquences de Ponce Pilate, les dialogues de Ponce Pilate, ça doit être de lui. Et en fait, c'est son dernier film. Après, il est retourné 6 ans après. Ouais, c'est 6 ans après les derniers jours de Pompéi. Il a sauté de l'immeuble où il habitait avec sa mère. Il avait 46 ans, il est sauté de l'immeuble à New York.
il était aussi le co-scénariste de King Kong. Vous savez comment King Kong finit dans le film. Il tombe d'un immeuble, donc je pense que c'était une référence à King Kong. Ça, j'en ai pas la preuve, hein, parce que personne ne le dit, ni sur MDB, ni sur Wikipédia, dans les recherches que j'ai faites, mais moi, je pense que c'est l'intuition. On ne saute pas comme ça d'un immeuble, alors qu'on est le scénariste de King Kong, enfin, là-dessus, on est que le co-scénariste, et que, voilà, et que sa carrière a périclité. Mais il a été, sur King Kong, il a été un petit peu mis, en fait, sur la brèche. Pourquoi? Parce que tout simplement, le réalisateur Ernest B. Schoedsack trouvait que ces dialogues, il y avait beaucoup trop de dialogues, c'était trop enfoulé, c'était trop descriptif, trop verbeux. Ça n'est pas l'essentiel. Et Schoedsack, et même le producteur Miriam C. Cooper, ce sont des vrais aventuriers, je vous en parlerai tout à l'heure. Et c'est un miracle qu'ils étaient encore en vie à l'époque. En 1935, hein, vu ce qu'ils ont bravé vraiment 1000 dangers aux 4 coins de la planète. Mais il trouvait que, donc Schoedsack surtout, trouvait que voilà, ça n'allait pas. Il n'aimait pas du tout les scénaristes hollywoodiens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas éprouvé, observé ou vu ce qu'il raconte. Et James Ashmore Friedman n'était pas du tout ce cas-là. Donc c'est pour ça qu'il faisait appel à sa femme, Ruth Rowe, qui l'accompagnait, elle, pour toutes ses aventures. Et elle savait ce qu'était la vie, elle savait ce qu'étaient les épreuves de la vie, et on le voit dans le film. Et c'est pour ça, à mon avis, que c'est crédible. Et chaque scène dure le temps qu'il faut. Il y a pas, on n'étire pas les scènes. Hein. C'est un peu le charme de la série B. King Kong, le premier, 1933, on va dire que c'est une série B. Hein. C'est tout le charme de la série B. Le rythme aussi, le rythme est soutenu. Et les dialogues sont... voilà, pas de dialogue inutile. Hein, je veux dire, on ne se libère pas, à part peut-être Ponce Pilate, justement. Mais c'est le personnage de Ponce Pilate. Un Ponce Pilate, d'ailleurs, à l'époque, c'était complètement inédit. Hein. On voyait Ponce Pilate depuis des siècles comme celui qui a fait crucifier le Christ, donc un méchant. Hein. Là, il est beaucoup plus complexe que ça dans le film. Hein. Il le fait pour des raisons politiques. Enfin, pourquoi je vous raconte ça? Parce que vous allez voir le film, donc vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même. Il est joué par Basil Rathbone. Est-ce que vous connaissez Basil Rathbone? Certains, oui, bien sûr. Oui, mais toi, vous dit c'est normal. Ben oui, bien sûr. Alors, Basil Rathbone, c'est le méchant dans Les Aventures du Robin des Bois avec Errol Flynn. Errol Flynn, les écoles en verre, ça vous dit quelque chose? Hein? Il est le méchant dans tous les films. Il est méchant, non, il a débuté comme vedette romantique au théâtre et au cinéma, mais dans les années 20, au temps du Huet. Et là, il était un petit peu, effectivement, entre les deux. 1935, il n'était pas encore très connu, Basil Rathbone. Hein. C'est en 1935 qu'il a vraiment percé avec Captain Blood, encore avec Errol Flynn. Il faut dire que Basil Rathbone est un des plus grands ferrailleurs d'Hollywood, un des plus grands bretteurs, et même peut-être le plus grand tout court. Hein. Et donc, il a aussi, c'était aussi le méchant face à Tyrone Power dans un Zorro, je crois, le film de Zorro, de Gary Cooper dans Marco Polo. Où j'en étais? Ouais, le Ponce Pilate de Basil Rathbone. Basil Rathbone, il faut savoir que c'est un acteur shakespearien. Hein. Il a été biberonné à Shakespeare. Et donc c'est un des meilleurs acteurs du monde. Tous ceux qui ont fait Shakespeare en général, pour moi, c'est les meilleurs. Ils ont quelque chose en plus. Et lui, c'est son cas. Hein, il traduit tout de façon très subtile toute la complexité de ce Ponce Pilate-là, hein, parce qu'il ne se remet pas d'avoir fait crucifier le Christ. Bon, là encore, je vais vous raconter l'histoire. Bon, bref, il ne s'en remet pas. Voilà, il est tenté par ça. Et Basil Rathbone a dit que ce rôle, que c'était magnifiquement écrit, avec une économie de mots incroyable. Et elle a même dit que le rôle était moi et j'étais le rôle. C'est pas un mince compliment venant d'un immense professionnel comme Basil Rathbone, hein, qui était vraiment une star, même si c'était plus une vedette romantique, quoique. C'est lui qui a failli être le Red Butler dans Autant de porte le vent. C'était le choix de Margaret Mitchell, l'autrice, donc Autant d'un porte le vent. Elle le voulait lui. Sauf que les producteurs, David O. Selznick, la MGM, ont dit non, on a Clark Gable, ça sera qu'un Clark Gable. Voilà. Un Basil Rathbone, c'est un méchant, c'est pas possible, il ne sera pas capable. Mais Basil Rathbone, c'est quelque chose. Hein. Il a un profil très coupant, mais très racé d'aristocrate. D'ailleurs, je crois qu'il y a une redoutable chroniqueuse new-yorkaise qui s'appelait Dorothy Parker, qui faisait partie de l'élite intellectuelle de New York, avec ce qu'on appelait le Vicious Circle,
qui se réunissaient, je crois que chaque semaine à la table algonquin. Donc elle était très spirituelle, mais très, très féroce. Et on lui a demandé en fait quelque chose à dire sur Basil Rathbone. Elle a dit Basil Rathbone, c'est deux profils collés ensemble. Ça c'est vache. Mais c'est bien vu, hein, parce qu'il est souvent filmé de profil, Basil Rathbone. Et même dans ce soir, d'ailleurs, on le voit très pensif, justement. Qu'ai-je fait Je l'ai crucifié. Où est la vérité? Enfin, c'est les questions qui se posent. Et il est comme ça, avec son superbe profil racé, avec un nez aquilin et incroyablement long. Enfin bon, vous verrez tout ça. Bon, le scénario, non, j'arrête pour le scénario. Hein, vous avez compris que qu'il était bien. Voilà, qu'il était bien. Ok. Alors, par rapport, oui, il y a aussi ce qui est intéressant dans ce film. Il y a un parallèle à faire. C'est-à-dire, c'est un produit de son époque. L'intervenant tout à l'heure disait quand le Pompéi de 2014, hein, je crois, c'était aussi, ça évoquait peut-être les tsunamis, etc., la catastrophe climatique et compagnie. Je me souviens qu'une adaptation des derniers jours de Pompéi en 1949, franco-italienne, la publicité c'était sur la bombe H. Oui, parce qu'il y avait Hiroshima et Nagasaki qui étaient encore dans tous les mois. Non, c'était en 1948-49, donc c'était juste après. Et pour les derniers jours de Pompéi, là c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est en 1900, il est sorti en 1935, il a été tourné un petit peu avant. Les États-Unis sont en pleine Grande Dépression. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de la Grande Dépression qui a suivi le krach de Wall Street en 1929. Tout s'est écoulé, toute l'économie américaine s'est écoulée. D'ailleurs, l'écoulement de Pompéi, il y a un petit parallèle à faire avec ça. Comme l'incendie de Rome, d'ailleurs, de Cécile B. DeMille, il y a un parallèle avec ça. Non, oui, il ne faut pas que je te regarde, sinon, effectivement... Ouais. Et oui, il y a un petit parallèle à faire avec ça. Et c'est-à-dire que suite à ce krach de Wall Street, donc, il y a des millions d'Américains, un quart de la population américaine, qui s'est retrouvée au chômage et qui ne pouvait plus vivre, ni à la campagne ou de leur métier d'artisan, etc. Ils ont afflué vers les villes. Mais sans rien, sans aucune... Un peu comme Marcus, il y a un parallèle, effectivement, qui est évident, avec tous ces gens qui sont jetés dans les rues, et certains, plutôt que de gagner leur vie chichement, honnêtement, s'ils arrivaient, mais la plupart crevaient, il y en a certains qui crevaient de faim, hein, littéralement. Et d'autres se disaient, ok, je vais me débrouiller, moi je veux gagner de l'argent, de toute façon il n'y a que ça, il faut survivre. Et donc, il y en a qui se mettaient du mauvais côté de la loi, qui devenaient en fait des gangsters, hein, et qui s'ouvraient les portes du pouvoir et de l'argent, la puissance, par le vice, la corruption, le crime, etc. Et là aussi, il y a un parallèle avec Marcus, qui devient marchand d'esclaves, ensuite organisateur de combats de gladiateurs, que sont d'ailleurs à la grande désillusion du fils Flavius, le fils adoptif, hein, qui déteste le métier que fait son père, parce qu'il se souvient également du Christ. Et il a d'ailleurs une trajectoire parallèle à celui du Christ. Là encore, c'est encore le scénario, c'est une des richesses, hein, mais il y en a d'autres. Et donc, Marcus est un petit peu l'équivalent de ces gangsters, les films de gangsters entre 1929 et 1935, c'était le genre à la mode, hein, à l'époque. Hein. Le Petit César, Scarface, qui a été refait par Brian De Palma de façon formidable en 1984, avec Al Pacino. Scarface, le premier Scarface c'était en 1932. Oui, il y avait James Cagney, il y avait c'était Paul Muni, et donc Edward G. Robinson qui jouait le Petit César, etc. Mais enfin, il y en avait d'autres. Les films de gangsters avaient vraiment la presse, et donc du coup, les derniers jours de Pompéi, le film de ce soir reprend cette thématique, mais la restitue. C'est-à-dire qu'à la fin, ces gangsters finissaient mal, hein. Évidemment. Ouais, il y a une morale. Non, je ne vais pas vous raconter la fin de Marcus. Hein. Ne comptez pas sur moi, parce que là, ce sera vraiment un spoil. Voilà, j'ai réussi à me concentrer. Un mot sur l'éruption volcanique. Il faut quand même les effets spéciaux de Willis O'Brien. C'était encore la préhistoire, hein, même si lui a commencé dans les 2010 et les années 1920. C'est juste comme ça un détail pour l'écroulement du temple de Jupiter de Pompéi. Eh bien, ils ont fait une maquette.
Pompéi, ils n'ont pas reconstruit hein, ils n'avaient pas, de toute façon, ils n'avaient pas les moyens, il y a le budget, l'économie. Donc c'était une maquette sur une table. Et donc le temple de Jupiter, c'était des colonnes, mais sectionnées en plusieurs tronçons et percées. Elles étaient percées. Et à l'intérieur de ces trous, eh bien, c'était des fils de fer. Et en dessous de la table, il y avait les assistants de Willis O'Brien. Il y avait un petit moteur aussi. Il y avait un petit moteur qui faisait vibrer la table en dessous par en dessous. Et tu avais les techniciens qui étaient en train de tenir les fils de fer en les agitant un petit peu et en les baissant, hein, pour que le temple s'écroule de façon réaliste. Ça a été fait comme ça. Oui, on pourrait dire, mais c'est un jeu d'enfant. Non, c'est un travail d'enfer. Et vous allez voir, à l'écran, c'est parfait. Hein. Ça fait encore illusion. Et pourtant, ça fait quand même 90 ans, hein, 1935. Hein. Oui. Donc, c'est possible. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de l'adaptation franco-italienne de 1949. Ils ont essayé de faire mieux que ça. Ils n'ont pas réussi. 15 ans après. Et le film de Sergio... Alors, Leone, je crois. Hein. Moi, j'ai toujours dit de Léon. Mais vous avez prononcé Léoné. Alors, comme vous avez un très bon accent italien, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est Léoné. Sergio Leone. Il va falloir s'y habituer. Ça fait bizarre. Léoné. Ah bon. Là, je ne m'y ferai pas. Hein, Et donc, dans le film, qui a été co-réalisé par Sergio Leone, mais qui était prévu pour être réalisé par Mario Bonnard, qui était son parrain dans la vie, c'est pour ça qu'il l'a repris, parce qu'il tombait malade hein, pendant le film, Mario Bonnard. Et donc c'est son filleul, Sergio Leone, qui l'a remplacé. Donc on va dire Les Derniers Jours de Pompéi, 1959, c'est le premier film de Sergio Leone, le grand Sergio. Mais pour l'éruption de Pompéi, c'était avant tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris en fait des séquences d'éruption de Harun Taziev. Vous vous souvenez d'Harun Taziev? Enfin, tous ceux qui ont vu la télévision des 60, 70, 80, Harun Taziev, c'était vraiment l'aventurier avec son accent rocailleux, c'était quelqu'un, un personnage. Hein. Et ben ça a été piqué à l'un de ses courts-métrages qui s'appelait Les Rendez-vous avec le diable. Voilà. Alors que là, ce soir, non, ça a été fait du début à la fin par le génie de Willis O'Brien et de son équipe d'assistants. Tout a été fait par lui. Et c'est effectivement, quand on voit ça, c'est impressionnant. C'est encore, ça garde encore son pouvoir de fascination hypnotique, même tant de décennies après. Par contre, pour le coup, c'est pas très réaliste. Hein. Il y a un tremblement de terre. Non, pas en 79, ils ont tout eu, mais pas de tremblement de terre. Ils en ont eu un, mais 16 ans avant. 16 ans avant, 63, du coup, c'était sous Néron. Mais le matin d'éruption, il y avait encore des ouvriers sans doute qui s'affairaient à la reconstruction des villas qui avaient été démolies par le tremblement de terre. Il faut savoir que, alors je ne parle sous l'autorité de madame, hein, j'espère ne pas faire de contre-vérité, on a vu des graffitis sur les murs de notre pays. Et apparemment, il y avait une élection. Et la grande affaire de cette élection, il y avait déjà eu une élection, et la grande affaire de cette élection, c'était la reconstruction de Pompéi. Vous imaginez? Juste avant qu'elle soit détruite. C'était l'enjeu de la bataille politique entre les deux opposants, enfin, les opposants. Voilà. C'était qui, voilà, ils devaient s'attaquer les uns les autres. Oui, toi, t'as rien fait pour la reconstruction de Pompéi, moi, j'ai un programme, etc. Donc, tout est pour moi. On imagine, c'est un peu comme maintenant, en fait. T'as pas vraiment changé. Et voilà, bon, sauf que là, tout a été détruit en quelques instants. Enfin, pour Pompéi, ça a duré plus longtemps que pour Herculanum. Hein, parce que, alors, il y a la villa de Marcus, qui est devenu un anti. Il est revenu, hein, il n'est pas resté à Jérusalem. Hein, il est revenu à Pompéi, c'est devenu un homme, effectivement, qui est très, très riche. Il a une villa. Alors, une villa, même la Roche, en haut d'une falaise. Alors, ça ne peut pas être à Pompéi. Hein, c'est plutôt Herculanum. Qui effectivement était très prisé par les riches propriétaires parce qu'ils avaient une vue imprenable sur la baie de Naples. Et Herculanum, non, hein, ça n'a résisté. C'est la première déferlante, je crois, la première nuée ardente a tout vitrifié. Ça vitrifiait quand même en une seconde 150 mètres. Vous imaginez, j'ai fait mes petits calculs hein, d'après. Voilà. Donc j'espère ne pas me tromper, mais je crois, c'est ça, en une seconde 150 mètres vitrifiés. Pompéi, c'était avant tout la pluie de l'Aquilide de Pierre Ponce. Les nuées ardentes, ils en ont eu, mais c'était le lendemain matin. Parce que je crois les nuées ardentes ont été arrêtées par le fameux mur qui a arrêté le tsunami dans le film de 2014. Voilà.
Donc la villa de Pompéi est totalement irréaliste. La villa de Marcus à Pompéi donc devait se situer à Herculanople, donc ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a une chose en fait qui est totalement anachronique, c'est les deux seuls. Hein. C'est le seul, c'est la statue, alors ça il faut le voir, hein, une statue de dieu Mars qui surplombe l'entrée de l'arène de Pompéi. Elle fait au bas mot 50 mètres de haut. 50 mètres de haut, c'est pas mal, hein, c'est la statue de la liberté. Bon, sans son socle, hein, juste la statue. Hein. C'est la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Et là, donc, ces jambes sont écartées pour justement laisser pénétrer les gladiateurs et les cavaliers, hein, qui rentrent pour se battre dans l'arène. Donc c'est spectaculaire. Et cette statue, alors elle n'est pas du tout antique, hein, c'est-à-dire que là, elle est plus proche. Alors justement, c'est ça qui est bizarre, de l'esthétique fasciste d'alors, c'est-à-dire à Arno Breker, je ne sais pas si vous connaissez le sculpteur Arno Breker, c'était le sculpteur préféré d'Adolf Hitler, et bizarrement ça fait penser à ces statues à lui, ou alors une statue un petit peu art déco, c'est un mélange quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire plus que ça, c'est-à-dire que on ne peut pas prêter à Mary MC Cooper et à Chossack des chants pour le fascisme ou le nazisme. Ça, c'est juste le décorateur, Van Esp Polklaz, qui lui aussi finira mal. Je vous raconte aussi sa fin de vie. Il est, je vous le dis rapidement, il était alcoolique, mais vraiment il était fini. Et il est mort en fait, il s'est enflammé lui-même avec une cigarette qui n'était pas éteinte. Voilà, il est mort comme ça. Voilà. Et donc c'est lui qui a eu l'idée de cette statue. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, les réalisateurs, Mary MC Cooper et Ernest B. Schoedsack, alors ces gens-là se sont fait connaître, ces deux-là se sont fait connaître pour des films ethnographiques dans les années 20. Mais des films ethnographiques, c'est-à-dire que tournés dans les jungles, dans les déserts, etc., enfin aux quatre coins de la planète, ils ont vraiment vécu les dangers qu'ils annoncent. Hein. Il faut savoir que par deux fois, Mary MC Cooper, le producteur des Derniers Jours de Pompéi, a sauvé la vie de Ernest B. Schoedsack. Une fois d'un tigre, mangeur d'hommes, et l'autre fois c'était d'un énorme python. Donc, oui. Et il prenait des risques insensés, Schoedsack. Hein. Même une fois, il filmait, en fait, c'était à Sumatra, et il filmait donc des tigres, mangeurs d'hommes, hein, voilà, il voulait absolument les filmer. Parce que ces films-là avaient un énorme succès à l'époque, parce que ça donnait le frisson des terres sauvages inconnues et dangereuses à des gens qui restaient assis confortablement sur leur fauteuil. Quoi. Et donc, ils avaient la presse. Et donc, du coup, on leur en réclamait encore un autre, et donc, ils y allaient. De toute façon, c'est des aventuriers. Hein. Je vous dis, c'est un miracle qu'ils étaient encore en vie. Mais MC Cooper, il a fait la Première Guerre mondiale sur le front français, mais en tant que pilote de bombardier. Et il a en 1918, il était prisonnier dans un camp allemand. Il est arrivé comment? Parce qu'en fait, son avion a été dézingué, et a été touché, et donc piqué, etc. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Son copilote il ne pouvait plus. Il était blessé, et lui-même était blessé en fait au bras. Donc, il ne pouvait plus tenir le manche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu le manche avec ses genoux et avec ses coudes pour faire atterrir l'avion, qui était déjà en feu. Vous voyez le bonhomme. Ensuite, ils se sont rencontrés parce qu'ils se sont engagés tous les deux. Schoedsack, lui, a été caméraman pour la Keystone, mais sur le pareil, pour la Première Guerre mondiale. Mais en première ligne, pour apporter des images sur le vide des combats. Donc, vous voyez, des têtes brûlées, quoi. Ils ont continué à être des têtes brûlées comme ça. Donc, finalement, un tigre mangeur d'homme, ça leur faisait pas peur. Et Schoedsack a dû remplacer donc, ce que je vous disais, c'est dans la chaîne de Sumatra, il voulait absolument filmer des tigres mangeurs d'hommes. Eh bien, pour les filmer, c'était juste une cabane, en fait. Hein. Le caméraman était juste dans une cabane pour filmer, en fait, le tigre qui s'approchait, quoi, qui voulait l'attaquer. Sauf que le premier caméraman, dès qu'il a vu le tigre dans son viseur, il s'enfuit, il peut pas monter. Il est devenu fou, mais complètement fou. Et donc c'est Schoedsack qui l'a remplacé au pied levé. Et pour filmer dans une charge d'éléphant, il avait construit une fosse, et la caméra était dans la fosse, et il y avait juste des bouts de bois, en fait des planches de bois, sur lesquelles allaient passer les éléphants, parce qu'il voulait absolument filmer une charge d'éléphant vue d'en dessous. Oui, non mais, je vous dis, c'est un miracle.
Et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ils ont continué à gérer les casse-coups. Et pourtant, ils étaient pères, ils étaient époux, ils avaient des enfants. Et malgré tout, ils n'ont pas pu s'empêcher. Et d'ailleurs, Schoedsack a perdu quasiment la vue. Parce qu'il a retiré son masque de protection, il faisait des photos, mais d'avion. Enfin, vue d'un avion. Et il était beaucoup trop haut, il avait un masque, il l'a enlevé parce que il est devenu quasiment aveugle. Et Meriam C. Cooper a fait partie des tigres volants américains qui étaient sur le front chinois contre les Japonais. Oui, une vie bien remplie. Là, je vous ai raconté qu'une partie de... Voilà. Et ils ont fait quelques films après. Les derniers jours de Pompéi, on peut dire que c'est vraiment leur dernière collaboration. Il y en a eu une après, et bien longtemps après, mais c'était pour Le Fils de Kong. Enfin, non, ça s'appelait pas Le Fils de Kong, ça s'appelait Mr. Young, Monsieur King, c'est King Kong. Donc il n'y avait rien de nouveau. Mais il y avait encore Ruth Rose au scénario, il y avait Willis O'Brien aux effets spéciaux, Schoedsack à la réalisation et Meriam C. Cooper donc, à la production. C'est lui qui a voulu réunir en fait ses anciens amis. Qui était en pleine déconfiture, alors que lui s'était associé avec John Ford, et il faisait les fameux westerns avec John Wayne, que tout le monde connaît, parce qu'ils se sont passés à la télé, la trilogie sur la cavalerie, La prisonnière du désert, c'est Meriam C. Cooper et John Ford qui se sont associés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Dans l'interprétation, je vous ai parlé de Preston Foster, le plus grand rôle de sa carrière, il n'a jamais eu un Oscar, le pauvre, mais... Voilà, il était considéré, c'était pas un jeune premier romantique, rien à voir, vous verrez en fait sa silhouette et son visage, ça n'a rien à voir, sauf qu'il est vraiment crédible en forgeron, en gladiateur, et même après quand il devient romantique, il est vraiment formidable, il est sobre, réaliste, mais comme toute l'interprétation, Basil Radolt, je vous en ai parlé. Alan Hale, c'est Olivier qui m'en parlait hier. Alan Hale, il jouait aussi dans les aventures de Robin des Bois, celui avec Errol Flynn, Petit Jean. Vous vous souvenez de Petit Jean? C'était toujours le faire-valoir comique du héros. Petit Jean, gros, jovial, ivrogne, pittoresque. Voilà, c'était... D'ailleurs, il volait parfois la vedette à Errol Flynn, tellement il en faisait des tonnes. Sauf que là, ce soir, c'est pourtant le deuxième nom sur l'affiche, et on le remarque à peine. Preuve, en fait, de la sobriété ambiante sur le plateau, c'est-à-dire qu'ils étaient tous impliqués, complètement habités par leur rôle. Et... le but de faire le meilleur film possible. Voilà pourquoi j'ai absolument souhaité exhumer ce film. Et c'est un vrai pari, c'est le pari de la semaine pour le festival. Et donc je les remercie pour avoir osé ça. Film en noir et blanc, je crois que c'est un peu sous-titré, mais vaut mieux d'ailleurs, parce que vraiment la VF, j'ai essayé. C'est épouvantable. C'est pas possible. D'ailleurs, il va falloir que je m'assure que ce ne soit pas cette version-là qui va passer, parce que sinon, non, ce serait à gâcher tout le film. Ah oui, non, il faut voir en VO sous-titré. Donc voilà, Alors, le film n'a pas eu beaucoup de succès, je finirai là-dessus. De toute façon, c'est l'heure. Il n'a pas eu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que ça passait après Cécile B2000. Cécile B2000. Ben oui, c'est le spectacle, on est plein la vue, plein les livrettes, le cirque, les jeux d'arène, c'est des grands guignols, et t'avais aussi des orgies, tout plein d'orgies, tout le temps, dans les films de Cécile B2000, il y avait la femme fatale super sexy, le méchant stéréotypé qu'on a envie de détester, mais il n'y a rien de tout ça dans les derniers jours de Pompéi. Donc voilà pourquoi il a eu un succès mitigé, et ils sont quand même entre 3 et 4 millions à l'avoir vu aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis. Mais c'était quand même pas rentable. Il a réussi à être rentable et avec des ressorties ultérieures. Voilà. Mais c'est un film qui a été fait avec des intentions pures. Et c'est ça qui est étonnant, parce qu'on s'est dit, les derniers jours de Pompéi, donc il pique le titre à un roman qu'il n'adapte même pas finalement. Et d'ailleurs, avant de voir ce film, je me suis dit, bon, ils ont fabriqué une intrigue prétexte à la va-vite. De toute façon, tout ce qui les intéresse, c'est les combats gladiateurs, et c'est l'option finale. Ben, en fait, pas du tout. C'est ça qui m'a le plus surpris, et qui peut nous surprendre, j'espère que ce soir aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Allez, des questions. Est-ce que je parlais tout à l'heure de Capitaine Claude, donc en 35, cette période-là. Est-ce que déjà Olivia de Havilland était, je crois, avec Errol Flynn?
Dans Captain Qui était Blood. la compagne Oui, je crois de- que, ouais, c'est ça. je crois que c'est elle. Ouais. Déjà, parce que c'est toute une histoire, c'est un petit peu le couple, évidemment, il y a longtemps d'emporte le vent, avec ce fameux couple de Clark Gable, mais il y avait vraiment Olivia de Havilland qui a succédé de plus de 50 ans après la mort d'Errol Flynn. Qui était la doyenne d'Hollywood pendant très longtemps. Ouais. Elle est morte il y a pas très longtemps. Et Il y a 2 ans. le pauvre, le regretté Errol Flynn qui a vraiment mal fini en 5 Ah, lui, il est mort depuis. Ouais. Mais il avait usé La de deuxième parler question- debout, Errol Flynn, de toute façon. Oui, alors la question importante que je vais poser, parce qu'elle est très au fil de ce soir, c'est est-ce que tu retiens le film de Pompéi avec Steve Reeves? Qu'est-ce que tu penses justement en parallèle avec les effets spéciaux des années 60, avec ces beaux athlètes d'époque qui ressortent en premier? Est-ce que tu retiens quelque chose de cette version de 1964 avec Errol Flynn? Non, Avec- 59. Les versions de 1959. 59? Ouais, 1959. Ce que j'en retiens, un film correct, c'est pas. On a du mal à croire que c'est Sergio Leone et l'a co-réalisé parce qu'il n'y a pas sa patte du tout dedans. Bon, il y a Steve Reeves qui essaie d'être un vrai acteur dans ce film-là. D'ailleurs, c'est je crois, le seul film vraiment sérieux parce qu'il joue Glaucus. Ah, il joue pas Marcus? Non, Marcus, c'est dans le film de ce soir. D'accord. Les derniers jours de Pompéi avec Cyril, c'est une adaptation littérale, bon, avec quelques petites trahisons, parce qu'il fallait faire des choses pour Monsieur Muscle, Monsieur Univers, Steve Reeves. Hein. Donc il tord des barreaux, il combat un crocodile, etc. Ça, je ne crois pas que c'était dans le roman d'origine. Hein. Oui, bon, j'ai tenté, j'ai pas été jusqu'au bout, voilà. Vous lisez vous verrez, parce que le dernier jour de Pompéi, j'ai lu quand j'avais 12-13 ans, dans un abominable digest, c'était absolument nul. L'autre s'est empavé comme ça, et je peux vous garantir qu'on s'en est pas une seconde. C'est à la fois un magnifique livre historique, il n'y a pas de conneries dedans, et en plus de ça, Il y a les chrétiens quand même. Hein, c'est un véritable. Madame en a parlé. Il n'y avait pas de chrétiens à Pompéi. Il n'y avait pas de chrétiens à Pompéi. Il n'y avait pas de chrétiens à Pompéi. Ah, par contre, il y avait peut-être des juifs hein, d'ailleurs, parce qu'on a retrouvé un graffiti qui s'appelait Sodome et Gomorre, c'était un graffiti, donc ça veut dire qu'il y avait quelques juifs qui connaissaient l'histoire juive et je pense que c'est un graffiti qui a été rajouté après, une fois que la destruction a déjà eu lieu. Ah, justement pour dire, bah voilà, vous avez le sort que vous méritez, l'île du vice, du péché, etc. Parce qu'il y avait plus de bordel à Pompéi que de boulangerie. Ça faut le savoir. L'homme ne se nourrit pas que de pain. Voilà, donc ça reste un beau film, celui avec Sévric, mais je préfère celui de ce soir. Pourquoi? Parce que le scénario. Est-ce que la vraie cause des derniers jours de Pompéi ne pourrait pas être un habitant de la ville qui aurait mal préparé son barbecue en haut du Vésuve? Alors c'est très drôle parce que moi j'ai laissé ma casserole sur le feu, c'était le soir où on passait Icar. Et du coup j'ai eu du mal à entrer dans le dessin animé qui est superbe d'ailleurs, hein, parce que j'attendais l'entracte, parce que je savais que j'allais... Et moi je me suis imaginé pendant toute la première partie, mais ça change. Mon appartement, il va y avoir le feu, ça va mettre le feu à l'immeuble, et comme tout c'est des petites nouvelles, etc. Ça va mettre le feu partout, comme à Pompéi à l'époque. Donc voilà, qui sait. Merci. Merci Gaël. Autre question, bravo. Merci Gaël. On y va.